on a le plaisir d'accueillir Alexei Lozinski du laboratoire de mathématiques de Besançon qui va parler de méthodes numériques multi-échelles et d'homogénéisation quantitative pour l'équation de Stokes, les équations de Stokes hétérogènes. Merci beaucoup Anne-Laure, merci à François Murat aussi pour l'organisation, enfin merci au laboratoire pour m'inviter ici. Je vais présenter des méthodes multi-échelles et tout particulièrement des articles avec Gaspard Jankoviak qui est postdoc chez nous à Besançon. Ça fait déjà 10 ans peut-être, un peu moins, mais finalement l'article vient de sortir. Si je termine un autre article beaucoup plus récent qui vient d'être accepté avec Maurice Hau qui est à Karlsruhe. Mais sinon, voilà, donc ce sera sur les méthodes numériques multi-échelles. Et c'est dans la ligne de travail dans laquelle je suis depuis 10 ans ou plus, enfin plus que 10 ans maintenant. Et donc on a commencé avec Pierre Devon, Bagus Nuchadi, Atsekarski, d'autres personnes, Raphaël Aubert par exemple, quand j'ai été encore à Toulouse. Et surtout, depuis 2012, peut-être 2011, je travaille beaucoup avec Claude Lobris et Frédéric Logol à INRIA, École des Ponts. Et donc voilà, tous ces gens n'ont pas contribué aux articles directement que je vais présenter aujourd'hui, mais le travail avec eux était à la base de tout ça. Donc, méthode multi-échelle pour problème multi-échelle. Par contre, voilà, heureusement, un peu de motivation. À quoi tout ça peut servir? Notre première motivation quand j'étais encore à Toulouse était le projet où on a voulu de pouvoir faire les prédictions numériques très, très rapides. Suite à, par exemple, une explosion à l'intérieur d'une ville. Ici, vous voyez le plan de Toulouse. Voilà, donc c'était un peu plus tard qu'à ZF, mais oui, c'était encore dans les esprits à Toulouse. Et donc, la géométrie d'une ville est bien sûr très compliquée, il y a des villes, des arbres, etc. Pardon, des bâtiments, des arbres, etc. Et si on veut faire, par exemple, les méthodes d'éléments finis pour telle ou telle équation, au niveau partiel, ça peut prendre beaucoup de temps si on veut vraiment mailler la vraie géométrie. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé, mais il y avait déjà les méthodes dites multi-échelles, en particulier MSFEM, MSSK Finite Element Method, où en gros l'idée était de dire qu'on peut prévoir à un certain moment T que un jour, il faudra faire les calculs rapides. Donc, on introduit le maillage ici très hétérogène par rapport à notre micro-échelle. On calcule certaines solutions typiques de nos équations sur chaque maille de ces maillages grossiers. On calcule dans le sens numérique, on maille vraiment à l'intérieur des petits groupes. On calcule avec certaines conditions limites. Après, on stocke ces calculs. Ça forme une certaine base d'approximation. Cette base d'approximation n'est pas du tout les fonctions d'éléments finis polynomiales par morceau. C'est quelque chose qui est déjà adapté à la multi-échelle, à notre opérateur, à notre équation. Et après, au moment quand il faut calculer, on réutilise ces fonctions précalculées pour faire une sorte de projection Riemann sur cet espace précalculé. Donc, parmi les équations qu'il faudrait en principe résoudre, il y avait la réduction de fusion, Navier-Stokes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait depuis tout ce temps sur les équations de Stokes. Une autre application plus proche ici, géographiquement, c'est donc les gens de CEA, l'équipe autour de Grégoire Allaire, enfin plutôt l'école technique, Pascal Omnes au CEA. Donc, ils ont déjà eu au moins 2 thèses sur aussi les méthodes de ce type multi-échelle pour résoudre l'écoulement
dans le réacteur nucléaire. Donc, encore une fois, la géométrie est très complexe et on peut précalculer certaines bases, certaines solutions locales typiques, après les mettre ensemble pour résoudre très vite l'équation canonique. Donc, aujourd'hui, on va regarder plutôt les équations de Stokes, bien que ces méthodes multi-échelles dans la littérature existent pour beaucoup de problèmes. Peut-être le problème le plus populaire, c'est diffusion multi-échelle, moins dire A W égale à F avec A très oscillant. Mais aujourd'hui, ce sera plutôt le problème de Stokes. Donc, en soi, j'ai mis Stokes tout à fait standard, même sans coefficient physique, viscosité est égale à A. Donc, multi-échelle, ici, ce n'est pas dans les équations, mais dans le domaine. Donc, j'imagine que j'ai un domaine troué ou perforé. J'ai oméga, qui est un domaine tout entier, et à l'intérieur de ce oméga, il y a beaucoup de trous, on peut dire obstacles. Et donc, je résous mes équations de Stokes sur oméga epsilon, qui est oméga privé des obstacles. Et epsilon, ce sera la taille typique des trous qui est censé être beaucoup plus petit, ou au moins comparable, ici c'est plutôt comparable, avec le maillage sur lequel je veux travailler finalement. Donc, chez moi, peut-être les paramètres importants seront epsilon, qui est donc la taille de microéchelle, et grand H, qui est la taille de ce maillage, on dit grossier, coarse. Voilà, donc c'est sur ce maillage que je vais précalculer certaines fonctions. Quand je vais précalculer, je vais utiliser le maillage beaucoup plus fin, avec la taille typiquement petit h, qui est beaucoup plus petit que epsilon. Enfin, ça, je ne parle pas du tout quand il y aura certains problèmes à résoudre sur les mailles du maillage T grand H. Je vais les écrire comme les équations de dérivée partielle, mais en sous-entendant qu'en pratique, il faut les résoudre numériquement aussi. Voilà. Donc, depuis déjà peut-être un peu plus d'années, il y a plusieurs types de ces méthodes multi-échelles. MSFEM, proprement dit, c'est juste une des approches, mais parmi les plus populaires. Et j'en ai oublié peut-être certaines. Donc ici, j'ai fait plutôt une liste des méthodes pour lesquelles je connais que les gens ont essayé d'appliquer ces méthodes, proprement dit, aux équations de Stokes. Donc il y a par exemple numerical homogenization, qui est plutôt vraiment résoudre les équations sur cellules périodiques, etc. Donc voilà, il y a notre MSFEM dans lequel on a contribué. Mais il y avait aussi des articles du groupe Aller-Romnes, donc avec le César, Fern et Belasi. Il y a aussi GMSFEM, ou donc Generalized MSFEM. Donc ici, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, dans Generalized MSFEM, pour précalculer ces fonctions de base, ces solutions locales, il faut résoudre plutôt les problèmes au valeur propre. Tandis que dans MSFEM, on résout juste les problèmes aux limites. Donc, après, il y a l'opérateur de decomposition, et j'aimerais bien, si je présenter notre contribution dans cette petite méthode, et opérateur adapted wavelets, qui est en gros assez proche à LOD. Donc, voilà, je ne vais pas parler de toutes les méthodes. Mais donc aujourd'hui, après une petite introduction que j'espère vraiment simple, peut-être trop simple, mais donc après une petite introduction générale, je vais me concentrer surtout sur les méthodes MSFEM, Multi-Scale Finite Element Method. Donc pour le problème de Stokes sur le domaine perforé, comme je l'ai déjà présenté. Après, donc, on va voir qu'au moins pour la théorie, pour faire l'analyse numérique de ce type de méthode, il faut passer par homogénéisation. Et donc, je vais m'arrêter aussi un peu sur l'homogénéisation, donc le passage de Stokes à Darcy. Et finalement, je vais passer à un autre type de méthode, local orthogonal decomposition. Ici, je vais un peu tricher. Je ne vais pas
résoudre le problème des Stokes dans un domaine troué, plutôt mon domaine sera juste un rectangle, disons, parallélépipède, mais ici il y aura une multi-échelle dans les coefficients nu et sigma, une viscosité, une sorte de pénalisation de réaction. Voilà. Mais, donc, d'abord, j'aimerais vous présenter un peu l'idée de toutes ces méthodes multi-échelles numériques dans le cas extrêmement simple. Donc, regardons juste le problème en D. Voilà, comme ça. Donc, problème elliptique. On ne peut plus faire plus standard. Donc, il y a juste l'équation nu ici qui est supposée positive. Plus grand qu'une certaine constante strictement positive. Donc, il y a bien une solution. Pas de problème. On peut très bien faire les éléments finis sur un maillage, disons, de taille grande H. Voilà, les éléments finis, c'est ça, tout à fait standard. Donc, on introduit l'espace vers grand H, par exemple, les éléments finis P1 sur un maillage donné. On applique tout ça. Il y a les estimations d'erreurs bien connues qui nous disent que l'erreur produite par les éléments finis P1 est d'ordre H, mais multipliée par la norme H2 de U. Et donc, maintenant, si ce coefficient est multi-échelle, donc si le coefficient nu epsilon varie beaucoup, même entre les deux constantes positives, mais varie plutôt fortement avec une période epsilon qui est petite, alors la norme H2 sera d'ordre 1 sur epsilon, et donc finalement, la constante, l'erreur effective, c'est H divisé par epsilon. Pas étonnant, pour résoudre notre équation, il faut quand même prendre en compte les variations de coefficients qu'on a dans notre opérateur. Et donc voilà, c'est ici qui peut unir l'idée d'une méthode multi-échelle. Donc on dit, on a un maillage, quelques points sur notre intervalle. Et donc, au lieu de travailler avec les méthodes éléments finis, avec les fonctions polynomiales par morceaux, on peut précalculer quelques solutions typiques et mettre ces solutions typiques, donc solutions typiques de notre équation qui est U égale quelque chose, et mettre toutes ces solutions typiques dans une base d'approximation. Donc, le choix le plus simple, on va résoudre notre équation avec le terme droit 0. Donc, sur mon espace d'approximation, ce sera les fonctions qui peuvent prendre n'importe quelle valeur au niveau du maillage, et entre deux nœuds sur chaque segment du maillage, ça résout mon équation avec 0 à droite. Donc, ce sont les fonctions qui sont harmoniques dans le sens de notre opérateur, on dit A harmonique. Et donc, si maintenant je précalcule une base d'approximation comme ça, je l'appelle VH multi-échelle, S. J'ai fait une fois pour toutes, et maintenant on me donne le problème avec le terme de compte F. Alors, je peux réutiliser cet espace d'approximation, faire les méthodes Galerkin tout à fait standard, et ce que j'obtiens une solution dont l'erreur est vraiment d'ordre H, avec la constante C qui dépend de rien, enfin, ça dépend des constantes de coercivité de mon opérateur. Alors, pourquoi? Voilà, c'est très facile à voir. Donc, au fait, la preuve tourne autour du fait qu'on a une décomposition en une somme directe orthogonale. Donc, je peux toujours prendre ma solution exacte et la décomposer dans une somme d'une fonction qui est dans mon espace multi-échelle, VHMS, plus quelque chose, et cette quelque chose peut être toujours dans l'espace de fonctions qui s'annulent à tous les nœuds de maillage. Donc, tout simplement, je prends cette UH. Dans UH, je peux choisir les valeurs dans tous les nœuds,
Donc, je prends dans cet espace multi-échelle la fonction qui prend les valeurs, les mêmes valeurs au nu que la fonction U, et ce qui reste, ce sera 0 à toutes les lignes du maillage. Bon, et donc, maintenant, je sais que les fonctions dans cet espace sont harmoniques, dans le sens que ils sont orthogonales aux fonctions d'un W qui, sur chaque segment du maillage. Hein? Donc, déjà, cela veut dire que cette, on peut dire, interpolation naturelle sur l'espace multi-échelle est effectivement la solution qui est donnée par ma méthode de Galerkin. Parce que, voilà, cette UH va satisfaire exactement, ça va être la projection orthogonale sur l'espace multi-échelle. Et donc maintenant, j'ai tout de suite l'estimation d'erreur avec la constante d'ordre H. Pourquoi? Parce que, donc, d'abord, je sais que l'erreur de ma méthode, c'est cette W qui est dans l'espace W, et d'ailleurs, cet espace W, on appelle les fonctions échelle fine. Donc, ce sont les fonctions qui sont finalement négligeables, qu'on peut jeter. Bon, donc, l'erreur, c'est W. Alors, je veux contrôler l'erreur. Alors, j'utilise d'abord coercivité. J'ai dit que W, c'est U moins UH. Maintenant, j'ai dit que UH, c'est dans l'espace multi-échelle. Il est orthogonal aux fonctions fine scales. Donc, ça, c'est 0. Maintenant, j'utilise l'équation. Et ici, j'utilise juste l'inégalité de Poincaré-Friedrichs en disant que les fonctions dans W s'annulent à tous les nœuds. Donc, sur chaque segment du maillage, j'ai Poincaré-Friedrichs avec la constante qui est d'ordre taille de segment, donc H. Voilà. En pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, en pratique, il faut préconstruire une base de cet espace. Et donc, on fait ici une sorte de fonction bulle, maintenant multi-échelle. Donc, chaque fonction de base, ce sera associé à un nœud, ce sera 1 dans ce nœud, 0 dans tous les autres nœuds. Donc, finalement, pour construire cette fonction, il faudra résoudre notre équation avec seconde membre 0 ici et ici. En dehors de ces deux intervalles, ma fonction doit être 0 par unicité de solution de mon problème elliptique. Voilà. Donc, c'est tout simple en 1D. Est-ce que ça marche en 2D ou 3D? Oui, mais pas tout à fait, avec beaucoup de difficultés supplémentaires, mais quand même. Donc, si maintenant je veux résoudre, commençons par une certaine équation un peu générique, U égale F. Dans cette L, il y a certaines oscillations, il y a certaines multi-échelles, qui est représentée ici par des trucs. Ça peut être un géométrie, ça peut être une coefficient. Alors, toujours, donc, j'introduis le maillage, qui est appréciable par rapport aux oscillations dans mon problème, dans mon équation. Et sur cette maillage, je vais précalculer une base d'approximation. Donc, typiquement, je dois faire quelque chose sur chaque cellule de maillage, donc ici, par exemple, le triangle. Donc, si je suis un peu ce qu'on a fait en Andé, alors je dois précalculer une fonction qui est associée, par exemple, à ce nœud. Donc, je dois calculer quelque chose sur tous les triangles du maillage qui sont associés, qui sont attachés à ce nœud. Donc, qu'est-ce que je peux faire on fait par analogie? Je résous sur ce triangle l'équation avec 0 à droite, mais je dois mettre quelque chose au bord. Et donc, la première idée qui est venue à l'esprit de Ho et Wu, il y a donc beaucoup d'années, et ça, et après, il y a un livre qui englobe beaucoup de méthodes par Infinity et Ho. Donc, c'était de dire on peut juste mettre les conditions de limite linéaire. Donc, ça va être 1 ici, et linéairement, ça va de 1 à 0 d'ici à ici.
Donc ça on appelle MSFM line pour les conditions linéaires. Et il y a les variantes beaucoup plus performantes qui est dite oversampling, où on agrandit un peu les cellules de calcul. Donc on résout notre équation avec toujours 0 à droite sur une cellule augmentée, donc dite oversamplée. Et après, ça donne quelque chose sur le bord de mon triangle. Et après, donc, il faut faire de sorte que, par exemple, on s'arrange que ici la valeur est 1, ici 0 et ici 0. Je ne vais pas parler beaucoup de ces méthodes. Donc, moi, je vais plutôt travailler avec ce qu'on appelle MSFM à la Crouzet-Raviat. Donc, on a d'abord regardé avec Claude et Frédéric, on a eu deux articles en 2013-2014. Donc, MSFM à Crouzet-Raviat, c'est l'idée est finalement la même. Donc, pour précalculer les fonctions de base, on résout notre LDP sur chaque cellule, donc avec toujours 0 à droite. Maintenant, on dit que c'est difficile à savoir les conditions limites sur le bord de ce triangle, et donc faisons un peu comme Crouzet-Raviat dans le monde des éléments finis standard, donc plutôt associons les fonctions de base aux arrêts du maillage, et donc vivions dès le début dans les espaces de fonctions qui ne sont pas continus, mais plutôt continus seulement dans le sens Crouzet-Raviat, donc continus dans le sens que l'intégrale ou la moyenne de saut sur chaque arrêt est 0. Et donc, si on introduit cet espace de fonctions, disons, faiblement continu, alors dans cet espace, on peut reproduire un peu les dés qu'on a vu en D. Donc, on peut faire la réduction orthogonale sur l'espace d'approximation de l'espace multi-échelle et les fonctions échelle fine qu'on va négliger. Donc, les échelles fines, ce sera les fonctions qui donnent la moyenne de deux côtés sur chaque arrêt et 0. Donc voilà, comme ça, on reproduit un peu la situation en Inde. Et voilà, c'est effectivement c'est une méthode qui marche aussi, qui donne une variante comparable avec MSFM-Line, quand même mieux que MSFM-Line dans beaucoup de problèmes. Et donc, surtout, cette variante est convient très bien au problème de Stokes, ça convient aussi très bien au problème sur les domaines perforés. Donc, pour perforer, c'est facile à comprendre. Donc, si ces trucs ici sont vraiment des performations, alors la fonction ici de toute solution doit être par exemple 0 ici, 0 ici. Donc, je ne peux pas imaginer la fonction qui va de 1 à 0 de manière linéaire en passant par les valeurs de 0. Voilà, donc pour les problèmes perforés, ça marche très bien. Récemment, avec les mémotures et avec notre César Rutger-Besemans, on a appliqué aussi au problème d'advection-diffusion. On a trouvé que ça marche très bien. Il y a des avantages de Crouzet-Raviat. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quand même pour Stokes. Donc, revenons à Stokes. Quand on fait Stokes dans le domaine perforé, on va epsilon. Juste pour fixer la notation, je vais chercher les VTSU dans l'espace H0, donc d oméga epsilon, donc toutes mes fonctions sont 0 dans tous les trous, plus pression P dans l'espace L2, et ça satisfait le problème, comme toujours le problème C, avec les formes linéaires A et B standard. C'est aussi très bien connu qu'on peut éliminer la pression et reformuler notre problème juste en termes de vitesse qui vit maintenant dans l'espace de fonctions à divergence 0. Et donc, du coup, on n'a qu'une seule équation. Et maintenant, ça vit dans l'espace Z des fonctions de divergence 0. Donc, comment mettre en marche cette stratégie de MSFM à la Crouzet-Raviat?
Donc, comme j'ai dit, donc encore une fois, on a notre maillage grossier. Et dès le début, on dit que notre solution numérique va être discontinue. Donc, la solution numérique, je parle de l'EVTS d'ailleurs, va être dans l'espace, disons, brisé, au non conforme, c'est pour non conforme, associé à notre maillage T-H. Donc, dans cet espace brisé, on va avoir des fonctions qui sont achantes sur chaque cellule de maillage, mais sinon, c'est en principe discontinu. Mais je veux quand même un peu de conformité, et cet un peu de conformité, je vais dire que sur chaque arrêt de maillage, l'intégrale ou le moyen de saut, donc ça c'est le saut de n'importe quelle fonction dans mon espace est 0, comme l'idée de base de causer revient. Voilà. Donc maintenant, on va travailler avec Stokes, donc ce serait bien de retrouver l'espace de fonction, sous-espace de fonction de divergence 0. Est-ce qu'on peut mettre juste sous-espace de toutes ces fonctions de divergence égale à 0? Oui, ça a du sens. Mais après, je ne sais pas comment travailler avec cet espace, sous-espace de fonction de divergence exactement égal à 0. Donc, ce qui est beaucoup plus simple, c'est plutôt de dire que maintenant, on va travailler avec les vitesses qui sont dans cet espace à champ brisé, et divergence ne sera pas exactement 0, mais plutôt constante par morceau. Et ces constantes par morceau, après, peuvent être réduites à 0 si on introduit le multiplicateur de Lagrange ou une approximation de l'intuition qui vit dans l'espace QH qui est constante par morceau sur notre maillage. Donc, avec cet espace, on peut mettre tout à fait en œuvre tout à fait la stratégie comme dans le cas 1D. Donc, on dit que cet espace peut être représenté comme la somme directe et orthogonale des deux sous-espaces. Donc, il y aura l'espace W qui est sous-espace d'échelle fine. Et donc, ça, c'est toutes les fonctions dont la moyenne ou l'intégrale sur chaque arrêt est 0. Et ce qui reste, ce sera un espace de dimension finie. Donc, finalement, ici, la base naturelle, ce sera les fonctions associées à chaque arrêt. Et donc, par définition, donc ça, ce sera notre espace multi-échelle, l'espace d'approximation. Par définition, c'est le complément orthogonal de l'espace l'espace échelle fine W. Donc, maintenant, en principe, on peut précalculer cet espace dans le sens, on peut précalculer les fonctions de base de cet espace Z HMS. Dès qu'on a, ce qu'on fait en principe, quand on veut calculer quelque chose, donc avec le terme libre F qui arrive, on résout le problème qui semble au Stokes, sauf que maintenant, donc, UH ici, c'est dans cet espace multi-échelle, et la pression, c'est juste constante par morceau pour finalement annuler la divergence qui est en principe constante par morceau dans cet espace ZHMS. Donc finalement, la solution qu'on obtient en ligne comme ça sera à divergence 0 dans le sens que je reviens. Donc ce sera toujours discontinu, mais sur chaque cellule du maillage, la divergence est exactement 0. Voilà. Donc, si on fait un tour l'algèbre linéaire, on voit que effectivement, les fonctions de base dans cet espace élément fini peuvent être associées à chaque arrêt du maillage. Donc, pour chaque arrêt, la fonction de base, ça fait une fonction dont la moyenne sur cet arrêt donné, disons, est égale à 1. Enfin, c'est plutôt dans la version vectorielle, donc il y a des composantes si on a une dimension D. Et le moyen sur tous les autres arrêts sont 0. Et donc, du coup, en dehors de ces deux cellules, je peux mettre 0 parce qu'en dehors, dans chaque rectangle ou dans chaque triangle du maillage, les moyens sont 0. Et donc, après, on fait
on fait l'exercice de complément orthogonal et on obtient certaines conditions aux limites naturelles, donc de ce type, sur le bord de tous nos cellules. Donc, comme ça, on peut calculer les fonctions de base. Ils sont à support comparé à un petit support, donc juste deux cellules autour de chaque arête. Il se trouve que, en pratique et aussi en théorie, cet espace n'est pas assez riche. Donc, au fait, il faut enrichir un peu l'espace. Et donc, la façon d'enrichir l'espace dans cette stratégie, c'est plutôt ajouter des contraintes sur les arêtes, ajouter des contraintes dans notre espace de base. Parce que finalement, chaque fonction de base dans mon espace d'approximation correspond à une contrainte que j'ai introduite dans l'espace de base. Donc, il se trouve qu'une bonne idée, c'est introduire encore une contrainte. Donc, mes fonctions, disons, à la procédure doivent être telles que l'intégrale du saut est égal à 0, mais aussi le moment. C'est-à-dire, si je prends n'importe quelle arête et je calcule l'intégrale du saut composante normale fois n'importe quelle fonction polynôme de degré 1, ça doit être égal à 0. Donc, j'ajoute ici encore un contrat. Cela veut dire que dans cette machinerie, il faudra calculer encore une fonction de base sur chaque arête. Donc, voilà, en 2D, comme ça, on obtient trois fonctions de base par arête. C'est pour ça que cette variante, on a appelé CR3. Et donc, déjà, en pratique, ça donne effectivement des résultats beaucoup meilleurs. Donc, ici, je compare la première méthode CR2 avec la méthode CR3. Juste, je prends une cellule, une cellule de maillage. Donc, ce domaine, ça n'a rien de physique, c'est juste une petite partie de tout domaine de calcul. Et donc, je dois reproduire quelque chose, donc l'écoulement qui va de gauche à droite. Donc, je mets une combinaison de fonctions de base, telle que la moyenne ici, le flux ici doit être 1 et le flux ici doit être 1. Et donc, si je fais comme ça, disons, version standard, version première version, alors je vois que l'écoulement, le fluide ne veut pas du tout aller à l'intérieur des obstacles. Et encore une fois, ici, c'est juste une cellule de maillage. Ici, il n'y a pas de frontière. Donc, le comportement avec l'espace un peu plus riche est beaucoup plus physique. Donc, ici, l'écoulement va à travers des obstacles, comme il doit. Et donc, effectivement, on retrouve cela aussi dans les résultats numériques quand on met en place les méthodes. Et donc, on regarde l'erreur par rapport à la taille du maillage. Donc, ici, par exemple, on a les erreurs dans les vitesses. Donc, d'ailleurs, et on voit déjà que pour les méthodes, première méthode CR2, les erreurs sont toujours très grandes, autour de 60%, même 80%. Pour les méthodes un peu enrichies, c'est autour de 20 ou 10%. Enfin, et ici, d'ailleurs, c'est une observation aussi générale. Donc, ces méthodes MSFM, ils ne sont pas pour avoir des approximations très bonnes. Donc, on n'observe jamais ou presque jamais des erreurs d'ordre, je ne sais pas, 1%. C'est toujours 10%, au mieux 10, 5%. Enfin, surtout dans les situations où la taille de maillage H est assez comparable avec la taille de microéchelle epsilon. Mais quand même, si on s'intéresse à
solution qui est qualitativement plus ou moins bonne. Voilà, cette méthode Prusa-Raviyar surtout enrichie, il donne quand même des résultats assez jolis. Donc voilà, ici, c'est le coulement où on pousse le fluide comme ça, de gauche à droite, à travers certains obstacles. La solution de référence, et on voit que la solution avec Prusa-Raviyar enrichie est quand même qualitativement bonne. Par contre, la solution avec Prusa-Raviyar, disons, MSM Prusa-Raviyar initial, donne vraiment n'importe quoi, on voit le maillage partout, donc il y a des effets vraiment artificiels. Donc, un peu de théorie. Ce qu'on peut démontrer pour cette méthode, donc plutôt enrichie, CR3, c'est cette estimation d'erreur. Donc, ici, on voit plusieurs choses. Donc, on voit déjà le coefficient. Première chose, la théorie, les erreurs d'approximation qu'on peut démontrer ici, on ne peut le faire qu'en supposant que la structure micro-échelle est périodique. Et donc, pour arriver à ces résultats, on utilise comme ingrédient la théorie d'homogénéisation périodique. Donc, après, en pratique, on peut quand même faire on peut appliquer les méthodes avec la microstructure qui n'est pas du tout périodique, mais pour la théorie, nous ne sommes jamais réussi à donner des estimations quantitatives. Mais voilà, donc en supposant que la géométrie, donc les perforations sont périodiques, et sont périodiques avec la période epsilon, on peut démontrer cette estimation d'erreur. Donc déjà ici, on voit epsilon, mais cet epsilon, c'est juste pour dire que la taille typique de la vitesse U est déjà epsilon carré. Donc dans la normale 2, dans la normale chance, c'est epsilon. Donc là, cet epsilon, c'est juste pour donner l'échelle. Donc la vraie erreur, on voit ici. Et donc on voit l'ordre H plus racine de epsilon qui vient d'homogénéisation, plus racine de epsilon sur H qui vient aussi d'homogénéisation, mais sur chaque cellule. Et donc, encore une fois, on voit que quand notre maillage est de taille qui est proche à la taille de microstructure, alors on peut voir quand même des erreurs qui ne sont pas du tout visibles. Donc, ce qui m'a... Alexei, il y a Oui. une question. Oui. Et donc, pourquoi ça explose quand H tend vers 0 ? Ah oui, ça c'est plutôt un défaut de cette théorie. Non. Si H tend vraiment vers 0, il faut juste, il ne faut juste faire comme ça. Non. On peut démontrer que quand H tend vers 0, l'erreur tend aussi vers 0. Oui, mon estimation, oui, pardon. Oui, bien sûr. Donc, mon estimation est optimale quand H est plus grand qu'epsilon. Enfin, mon estimation optimale, sharp, quand H est plus grand qu'epsilon. Oui. Sinon, effectivement, oui, c'est une bonne question. On peut quand même démontrer que quand H tend vers 0 et donc du coup devient plus petit qu'epsilon, bien sûr, l'erreur tend vers 0, donc il y aura juste ordre H, enfin, tout sera parfait, mais ce n'est pas la situation qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt H beaucoup plus grand qu'epsilon. Et donc, quand H est beaucoup plus grand qu'epsilon, alors finalement, ce terme-là, dans l'esprit, n'est pas gênant. Et pourquoi tu as besoin de ces deux pour la Voilà, donc c'est ça oui, effectivement.
j'ai mis en rouge tout ça parce que à l'époque, on ne pouvait pas faire mieux que ça, mais essentiellement, ça vient de l'homogénéisation qui est derrière ce terme racine d'epsilon et racine d'epsilon sur H. Et donc, je viens peut-être maintenant. Comme je suis en train de dépasser beaucoup mon temps, je viens peut-être tout de suite à cette question d'homogénéisation. Donc, même si on n'a pas vu le pro, mais pour faire tous ces pros, il faut déjà bien comprendre l'homogénéisation et surtout les erreurs d'homogénéisation. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est l'homogénéisation pour notre problème de Stokes? Toujours en supposant qu'on a un domaine avec les obstacles placés théoriquement, avec le période epsilon. Si on résout donc, Stokes dans ce domaine perforé, on sait que, dans quelque sens, en epsilon tend vers 0, la solution converge vers la solution homogénéisée au star P star, où P star satisfait les équations de Darcy. Et les vitesses peuvent être recalculées à partir de pression Darcy par cette formule, où WI sont les solutions, WI d'ailleurs avec les petits I, sont les solutions qu'on peut précalculer sur chaque, sur les cellules. Et donc, en principe, on précalcule cette solution du problème cellule WI et QI, donc WI c'est pour la vitesse, QI c'est pour la pression. Et après, on les rescale à la taille epsilon. Et donc, voilà, en soi, le passage de Stokes vers Darcy, c'est en matière très bien étudiée. Par contre, caractériser l'erreur entre la solution sur le domaine perforé et la solution homogénéisée, ça, finalement, ce sont les résultats assez récents. Donc, typiquement, c'est à quoi on doit s'attendre, c'est que cette erreur est dans la racine d'epsilon, donc en tout cas pour la pression, c'est racine d'epsilon, et pour les vitesses dans la norme H1 et dans la norme L2, c'est aussi dans la racine d'epsilon, mais enfin, c'est l'erreur relative. Sauf que donc, pendant très longtemps, il n'y avait pas d'estimation comme ça. Donc, pendant très longtemps, le seul article était celui-ci de Marusic, Pagolka et Mikej, où ils ont démontré l'ordre suboptimal de la racine sixième d'epsilon. Après, donc, il y avait notre papier avec Gaspard Jacobiac, où justement, on a démontré la racine d'epsilon, mais en supposant que F et P étoile sont très lisses dans ces deux. C'est d'ici que vient ce dieu dans mon théorème. Donc, il y avait, dépendamment d'autres articles, donc surtout des chaînes, où les hypothèses de régularité sur F est moins restrictive. Donc, F chez lui, c'est dans l'espace. C'est en une demi, mais c'est quand même au moins, les fonctions doivent être au moins continues, donc c'est loin de F dans L2 ou quelque chose, ou dans H quelque chose. Bon, entre-temps aussi, Balazzi et Romnes ont généralisé notre résultat à des situations plus générales, donc chez nous c'était seulement 2D, ils ont fait en 3D. Il y a aussi une amélioration au niveau des régularités, mais il reste toujours que F doit être continu. Et surtout aussi, pour démontrer tout cela, il faut supposer que les obstacles sont assez lisses. Et donc, les situations intéressantes
on voit par exemple ici, donc les perforations qu'il y a de poids ne sont pas couvertes par tout ce théorème. Donc, c'est ici que j'aimerais vous présenter un article, enfin un résultat récent sur lequel je travaille maintenant, qui n'est pas encore publié, dans lequel je pense que j'ai réussi à montrer l'estimation d'erreur, donc toujours avec l'ordre de racine de epsilon, mais en supposant que f et NWP sont seulement dans H3,5. Donc, en plus, je n'y suppose aucune régularité particulière sur les obstacles B. Donc, B peut être juste Lipschitzienne. Et donc, du coup, tout ce que je peux supposer sur les solutions du problème cellule WI et PI, donc W peut être plus que H1. Donc, voilà, si déjà je cherche un résultat comme ça, il y a un problème un peu inhérent, c'est que ma vitesse homogénéisée doit être le produit d'une fonction H1 avec les fonctions qui n'est pas nécessairement bornée. Bon. Donc, déjà, ce truc-là n'est pas nécessairement dans H1. Et donc, déjà, pour cette raison, on peut vouloir régulariser un peu l'expression pour les vitesses homogénéisées. Et une des moyens de régulariser, c'est interpoler donc, cette expression f moins WP sur les éléments finis. Maintenant, je parle des éléments finis tout à fait standards, mais qui vivent sur le maillage d'ordre epsilon. Donc, sur le maillage qui est autour de ces obstacles. Et donc, voilà, c'est en introduisant l'interpolation ici que je peux, donc en changeant un peu l'expression pour les vitesses homogénéisées, que je peux retrouver les bons ordres. Alors, si j'utilise ces résultats dans mes théorèmes d'erreur pour MSFM, effectivement, j'aurai le théorème d'erreur a priori avec les hypothèses beaucoup moins exigeantes sur F. Voilà, ce sera peut-être toujours pas ce qu'on attend dans les problèmes normaux, standards, mais ce sera moins exigeant. Alors, les idées pour démontrer cette estimation, ça vient au fait du monde d'analyse numérique des éléments finis. Donc, tout ça se tourne autour de théorème de chip and soup, pression de vitesse. Donc, ce qui est bien connu, c'est que si je prends n'importe quel domaine, donc ici, n'importe quel domaine oméga, disons, et si je prends n'importe quelle pression Q dont l'intégrale est égale à 0, alors je peux construire une vitesse V dont la divergence est égale à Q, et la norme H1 de cette vitesse est bornée par la norme L2 de Q. Sauf que si mon domaine a beaucoup de trous, alors la constante ici peut exploser, ou la constante M sub, on peut dire, devient très petite. Donc en général, la constante M sub c'est comme ça, donc c'est d'ordre epsilon, sauf que je peux avoir la constante ici d'ordre 1 si ma pression Q est telle que l'intégrale de cette Q sur chaque cellule, cellule d'ordre epsilon
de taille epsilon est égal à 0. Autrement dit, si la projection orthogonale sur les fonctions constantes pour morceau sur mon maillage est égale à 0. Alors, dans cette situation, la constante NSU est d'ordre 1. Pourquoi? Parce que je peux tout simplement appliquer le résultat de ce type sur chaque cellule séparément en mettant les vitesses qui sont 0 sur le bord de chaque cellule. Et donc, en faisant cela, enfin en remarquant cela, on peut facilement voir que si je regarde le problème de Stokes en toute généralité, donc si je regarde le propriété en dessous de la forme bilinéaire qui regroupe vitesse et pression, alors j'ai la constante NSU d'ordre 1. Si je mesure vitesse et pression, c'est plutôt si je mesure pression dans une norme bien particulière, donc je donne le poids epsilon à la partie qui est constante pour le morceau de la pression. Et ce qui reste est dans cette norme avec le poids 1. Bon. Et donc, grâce à l'introduction de cette norme voilà, bien choisie, on peut effectivement démontrer, par l'estimation de l'ordre que je viens d'énoncer, on ne peut pas aller dans tous les détails, mais finalement, l'estimation est tout à fait standard, sauf que il faut faire bien attention. Donc, avec le terme qui contient les divergences, il faut bien découper ce terme dans la partie qui voit la pression à travers la projection sur les constantes par morceau et le reste. Et donc, dans la partie où il y a la projection sur les constantes par morceau, on peut utiliser la définition de notre problème cellule pour y trouver une ordre de plus dans les estimations qui va être mangée par epsilon dans la norme de l'espace pour vitesse pression. Voilà. Donc, je crois que je dois finir sur ça. Je n'ai pas vous présenté du tout la partie LOD, mais juste j'aimerais finir que, donc à la place, en plus de la méthode MSFEM, on a regardé récemment avec le collègue Moritz Hock de Karlsruhe la méthode qu'on appelle Local Orthogonal Decomposition. Donc, encore une fois, on l'a appliqué à ces problèmes du type Stokes, avec quelques différences dans le problème. Donc, l'idée de base de Local Orthogonal Decomposition, c'est encore une fois cette décomposition orthogonale de l'espace de toutes les fonctions dans une partie de fonctions qu'on néglige, plus le complément orthogonal, sauf que maintenant, on travaille vraiment avec les fonctions continues, enfin avec les fonctions H1. On n'introduit pas ces fonctions, ces espaces H1 brisés. Donc, ce qui fait que quand on veut calculer les fonctions de base dans l'espace multi-échec, a priori, ces fonctions de base ont le support global. Ils vivent surtout tout le domaine oméga. Ce qui est bien sûr ne se porte pas bien pour l'utilisation numérique parce que on ne veut pas résoudre pour les fonctions de base les problèmes, surtout oméga, on veut toujours résoudre sur les petits morceaux. Mais il se trouve que ces fonctions de base ont le comportement de exponential decay, donc ils décroît très vite si on s'éloigne du point au centre, disons, de chaque fonction de base. Et on peut utiliser ces propriétés pour construire finalement une méthode
d'approximation avec les fonctions de base localisées, sauf que maintenant, ils seront localisés sur les pages, sur les pages de cellules de non-termaillage des interlageurs. Et pour avoir enfin, les estimations de l'heure optimale, il faut dire que la largeur de ces pages doit être d'ordre de logarithme de grand H. Donc, au lieu des fonctions de base vraiment localisées comme dans les éléments finis standards, on va travailler avec les fonctions qui prennent, je ne sais pas, 6, disons en pratique, couches des éléments. Et donc, du coup, il y a beaucoup plus d'interactions entre les fonctions de base. La sparsité de nos matrices est beaucoup moins bonne que dans les méthodes éléments finis standards. Mais n'empêche, avec cette méthode LOD, on peut vraiment démontrer les estimations d'erreur optimales avec les constantes qui dépendent de rien et les bons ordres. Et en pratique, ça donne aussi des résultats, avec les bonnes approximations. Voilà, sur ça, je pense que je dois finir. Hein. Merci. Moi, je me demandais si ça serait si compliqué que ça de prendre un vrai espace d'éléments finis à divergence nulle, parce que j'ai l'impression que ça simplifierait les choses. Je ne pense pas que ça simplifierait, parce que tu vois, finalement, effectivement, on travaille avec. L'orthogonalité, en tout cas, ça simplifierait les choses. Oui. Donc, oui, effectivement, on pourrait le faire, mais qu'est-ce qu'on aurait gagné? Pour l'instant, dans la méthode telle qu'elle est, le nombre de fonctions de base, c'est le nombre d'arêtes. Même, en 2D, pour l'instant, j'ai fait toujours 2 fonctions de base ou 3 fonctions de base par arête. Au fait, on peut éliminer une fonction de base, donc la composante finalement tangentielle ne sert à rien. On peut l'éliminer. Donc, ce sera 2 fonctions de base par arête. Et après, oui, il faut vivre avec la pression qui est par 10% par morceau, mais ce n'est pas grand-chose. Donc, à la place de ça, oui, oui. Finalement, on pourrait effectivement travailler avec les MSFM qui partent de fonctions de divergence vraiment zéro, mais est-ce que le nombre de fonctions de base sera plus petit? Je ne suis pas sûr. Aussi, encore une précision, donc dans cette, ou plutôt ici, j'ai déjà mentionné, voilà. Donc, ces travaux avec MSFM à la Creuset-Ravial, donc on était écrits dans les thèses en sous-direction de Léon Ness, thèse de Chichenfeld et Louis Palati, et ils ont fait les variantes d'ordre élevé, c'est-à-dire, donc chez moi, il y a typiquement juste constante, comme poids sur chaque arête. Chez moi, c'est plutôt constante, plus une fonction, plus polynôme de degré 1, mais on peut faire polynôme de degré m sur les arêtes, plus polynôme de certains degrés, je pense que c'est moins 1, sur, comme le poids sur chaque cellule. Et donc, ça donne au moins des méthodes qui sont très faciles à comprendre, très faciles à conceptualiser à l'ordre quelconque. Donc, après l'ordre quelconque, donc, pour MSFM, cela voudrait dire qu'à l'ordre M, l'erreur sera typiquement H puissance M, plus toujours racine d'epsilon sur H. Par contre, avec LOD, et donc toujours avec la même idée qu'on travaille avec les fonctions
de base qui sont pas à divergence zéro, mais à divergence constante par morceau, on peut faire la vraie méthode d'ordre quelconque. Donc l'erreur, ce sera vraiment H puissance m, plus les termes du type logarithmique, toujours en supposant que le support, la largeur du support est d'ordre log de H. Après, oui, on pourrait regarder effectivement aussi les méthodes inspirées par les éléments finis à divergence exactement zéro. J'ai une question. Vas-y. Quand tu as des problèmes comme ça avec des inclusions, en général, ça explose quand les deux inclusions convergent l'une vers l'autre. Vous ne voyez pas du tout, en fait, ça? Ou en fait, c'est la répartition de vos inclusions, c'est la... On ne voit pas du tout dans le sens qu'on n'a jamais regardé, mais certainement, oui. Et ça, c'est plutôt question d'un spécialiste d'homogénéisation. Oui. La répartition des... Elles concentrent, elles dépendent du domaine. Oui, mais elles dépendent de la façon dont... C'est ça, donc je répartis tes obstacles. La répartition des obstacles, tu devrais l'avoir dans la démonstration. Parce que dans le La répartition des obstacles, tu devrais l'avoir dans la démonstration. Donc il y a deux réponses à ça. Dans les méthodes MSFM, de toute façon, toute la théorie est faite dans l'hypothèse périodique, l'infrastructure périodique. Donc la donc, cellule est de la même taille que les... Voilà. Oui, donc la question ne se pose pas. Par contre, dans le cadre LOD que je n'ai pas du tout présenté, et ça ne passe pas du tout par je ne sais même pas quel slide montrer, mais voilà. Ici, la théorie ne passe pas du tout par hypothèse quelconque sur le coefficient. Oui et non. Pour l'instant, ce qu'on a fait dans LOD, c'est quand même, on n'a pas encore regardé vraiment le problème perforé. Donc, pour l'instant, c'est plutôt le problème Stokes some true avec, voilà, donc, oui. C'est l'erreur de modèle. Oui. Mais au moins, pour ces problèmes, la théorie LOD dit qu'on a les estimations de leur garantie pour n'importe quel nu et sigma, et les constantes ne dépendent que des contrastes d'un nu et d'un sigma. Donc, le maximum de nu divisé par le minimum de sigma. Donc, au moins ici, peu importe, ces nu et sigma peuvent modéliser quand même les inclusions. Il y a encore du travail à faire. Dans l'espoir, ça peut modéliser les inclusions. Oui, optimisation. Après, ce n'est pas tout à fait immédiat parce qu'encore une fois, optimisation, ça veut dire que le contraste est énorme. Quand le contraste est énorme, alors ça vient dans les erreurs. Donc, il faut quand même, c'est notre projet en cours, c'est quand même faire LOD pour de vrai pour Stokes dans le problème perforé. Ce n'est pas encore fait, mais je suis assez optimiste pour dire qu'on arrivera à une méthode que finalement sera robuste par rapport aux configurations des perforations. Et Frédéric, tu avais une question aussi? Oui, alors je fais juste une remarque sur les trucs à divergence nulle. Il faut faire très attention avec les conditions limites. Parce que quand tu travailles à divergence nulle, quand tu as une condition limite de Dirichlet, ça suppose que tu es capable de construire un relèvement de tes conditions qui soit à divergence nulle. Et ça, c'est un problème non trivial. C'est une petite remarque de fond. Ça me rappelle quand j'étais très jeune. Autre chose, t'espères faire du 3D?
Ça, c'est la question. La théorie se prête bien. Après, pour faire la pratique, enfin, donc finalement, moi, peut-être pas, mais quand même pour dire que, enfin, je crois que dans la thèse de Loïc, enfin, tu étais là et tu l'as aidé, il y a le 3D. Oui, il y a du 3D. Après, enfin, moi, honnêtement, je fais ça du point de vue plutôt d'analyse numérique. Une autre question? Mais la théorie, oui, pas de problème. Une bombarde de questions. La homogénéisation, vous comparez à l'homogénéisation périodique, mais est-ce que vous arrivez tout aussi bien comparer à l'homogénéisation aléatoire? Peut-être ça dépend du placement de vos, oui. de vos epsilon, enfin, de vos obstacles, s'ils sont répartis n'importe comment, c'est plus la partie aléatoire qui pourrait être intéressante. Oui, c'est tout à fait possible. Donc, pour l'instant, je dirais que, voilà, au niveau de ces, enfin, on peut dire, homogénéisation quantitative, il y a quand même des choses à faire et à comprendre, même sur l'homogénéisation périodique. Donc, mais oui, après, comme perspective, tout à fait. Dans des obstacles, vous prenez toujours la vitesse nulle. Oui. Est-ce que c'est raisonnable? La physique. Je dirais que oui, parce que, enfin, après ça dépend des applications, mais je dirais, enfin, ici, je parle de microstructures, mais quand même, ce qu'on voit ici, les détails micro, je n'ai aucune idée de détails physiques, mais je pense qu'on est loin des détails des molécules, etc. Enfin, on reste dans les tailles de, je ne sais pas, microns, disons. Donc, à cette échelle, j'imagine que les conditions no-slip standards sont tout à fait pertinentes. Mais par ailleurs, je ne suis pas sûre que ça change beaucoup, parce que dans ces modèles-là, à partir du moment où on impose une condition de non-pénétration, imposer que muscle Rn égale 0 avec un n qui bouge beaucoup, localement, en fait, c'est presque comme imposer Dirichlet, asymptotiquement. Donc, oui. Donc, de toute façon, en fait, on a presque les mêmes résultats d'homogénéisation quand on impose du slip ou du no-slip. Quand on a quelque chose un bord qui change suffisamment de direction. Et il y avait encore une autre question. Ouais, merci Alex. Est-ce que tu pourrais revenir à ton slide? Je me suis un peu le numéro où tu parlais de différentes approches de couplage à l'interface au niveau corse et tu parlais des... Plusieurs méthodes. Ouais. Oui, ça. Comprendre en fait, alors quelle est la meilleure? Qu'est-ce qui est l'idée qui fait que... Parce que bon, oversampling, c'est quoi? Tu fais dégier sur les interfaces, finalement, non conformes, et ça? Non, pas tout à fait. Donc, plutôt oversampling. Tu précalcules, donc voilà, tu imagines que, peut-être ça c'est mieux dessiné ici. Donc, tu vois, ça c'est, comment ça s'appelle, K. Donc, ça c'est le triangle du maillage. Oui. Et après, donc, tu précalcules les fonctions de base dans ce domaine oversamplé qui est S. Donc, toujours, il faut prendre certaines conditions. Donc, par exemple, tu prends ici les conditions linéaires. Donc, ici, c'est 1, 0, 0. Alors, ça te donne quelque chose, ici. Et donc, après, donc, il y a deux approches. Soit, tu peux donc, tu as les trois fonctions de base qui est 1 ici, enfin, trois fonctions de base qui sont avec les conditions linéaires, donc 1 soit ici, 1 soit ici, 1 soit ici. Ça te fait trois fonctions sur K, juste les traces, les restrictions. Et après, tu prends une combinaison linéaire qui vaut, avec cette couleur, 1 ici, 0 ici, 0 ici. Et donc, maintenant, sur l'autre triangle, tu fais la même chose, et donc finalement ta fonction de base
qui a le support, le patch des éléments autour de seigneur, il est continu seulement dans seigneur. Donc c'est 1 ici, 0 ici, mais la trace de haut sur cette arête n'est pas censée être la même que la trace d'en bas. Oui. C'est pas grave, non? C'est grave, ça? Grave ou pas, c'est la question de goût, mais ce que se passe, c'est que toujours, et la théorie existe seulement avec la microstructure périodique. Enfin, je ne parle même pas de Stokes. Pour Stokes, on n'a même jamais fait ça. Mais pour d'autres problèmes. La théorie existe seulement pour les microstructures périodiques. Et tu peux montrer, en supposant les microstructures périodiques, que ton erreur est meilleure. Donc, à la place de racine de epsilon sur h, tu as juste epsilon sur h. Avec cette hypothèse. Pour montrer tout cela, oui, il faut un peu plus de régularité partout. Donc, dans ce sens, oui, ça, c'est quand même une bonne idée. Aussi, donc, la conformité sur l'interface joue sur l'erreur d'approximation après, en fait, c'est ça que tu veux dire, sur l'optimalité. Donc, c'est Ou la peut-être. continuité, tu veux dire, sur l'interface. Il faut avoir une certaine continuité, et donc ça, c'est une façon d'imposer la continuité. Mais plutôt, ce qui joue pour améliorer, c'est pas. La continuité, voilà, il faut l'imposer, mais l'explication pourquoi oversample est meilleur, c'est pas conformité versus non-conformité, c'est plutôt le fait que tu as quelque chose de naturel, pas seulement à l'intérieur des cas, mais aussi sur le bord des cas. Et donc, maintenant, j'ai mis en quelque sorte une note à chapeau. C'était aussi il y a 10 ans, c'était plutôt mon motivation pour regarder MSFM à la Crouzet-Ravia. Exactement comme toi, j'ai suspecté un peu que imposer la continuité juste en un seul point, c'est grave. Et donc, c'est peut-être mieux d'imposer de manière plus, disons, mathématiquement correcte la continuité, dans le sens que la moyenne est même chose, la moyenne est la même quand tu vois des deux côtés de l'interface. Cette moyenne, c'est bien défini, contrairement pour les fonctions à champ, contrairement aux valeurs uniques. Voilà, c'était mon espérance, mais finalement, en pratique et en théorie, non, quand même, ce qu'on arrive et ce qu'on voit en résultat numérique, la variante MSFM Crouzet-Ravia, il se comporte plutôt comme ça, comme MS-Lin. Donc, quand même, on ne retrouve pas le bon comportement des oversampling. Pour un problème orthogénique. Par contre, pour les problèmes perforés, non, il y a quand même de vrais intérêts à faire Crouzet-Ravia, y compris donc, pour Stokes sur le domaine perforé, Crouzet-Ravia, et pour des raisons très basiques, quand même intéressant. On va s'arrêter là. Merci encore.